Bien le bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo en face cam dans un décor, ma foi, pas ouf. Je n'ai pas de trépied, c'est mon excuse. Et le seul coin cool, c'est mon bureau sur lequel je filme du coup. Là ça aurait été déjà un peu plus sympa. On va pas m'en demander trop non plus. Merci. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes lectures de la rentrée littéraire 2025. J'ai pu lire 14 livres de la rentrée littéraire, dont 9 romans et autres livres de littérature française et 5 romans étrangers. Ma belle, ne commence pas s'il te plaît. On va commencer sans plus tarder par les récits féministes que j'ai lus. J'ai essayé de découper un petit peu ma vidéo en catégories, histoire que vous alliez un peu plus vers ce qui vous attire. En livre que j'ai pu qualifier de féministe, il y en a 4, dont certains livres que je n'ai pas en ma possession parce que je les ai prêtés à mes collègues ou quoi. Et le premier, ça va être Nourrice. Nourrice qui est un livre absolument magnifique, un de mes plus gros coups de cœur de cette rentrée littéraire où l'on va suivre l'histoire d'une femme sylvaine qui grandit dans une époque un peu indéterminée. On est un peu dans un roman historique sans vraiment placer l'époque, dans un petit village, et elle va faire l'objet, comme toutes les femmes de son village, d'un trafic de lait maternel. Voilà, sujet peu ragoûtant, d'autant plus que le vocabulaire qui est utilisé dans le livre est vraiment lié justement à cette maternité, à quasi bestialité qui est attribuée à la femme. Il y a 2 points de vue dans cette histoire, celui des hommes, le point de vue qu'ils ont des femmes, décrits comme des bêtes sauvages, des bêtes à asservir, à élever. L'autre point de vue, où les femmes sont décrites de façon bestiale, mais dans la beauté de la bestialité, reliée à leur connexion à la nature. C'était un roman surprenant, empli de mystères, car Sylvaine, en plus de faire l'objet de ce trafic, trouve une petite fille qu'elle va adopter dans les bois un soir de pleine lune. On a vraiment ce mystère qui est ponctué par des passages épistolaires d'un journal d'une femme dont on ne connaît pas l'identité. C'était tout simplement magnifique. C'est un roman qui m'a vraiment amené à beaucoup de réflexions, à une certaine analyse littéraire, quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de faire en général. Vraiment excellente lecture. Ensuite, j'ai lu Jouer le jeu par Fatima Das, qui est paru donc aux éditions de l'Olivier. Et donc ce livre, j'ai mis quelques post-it, hein, on va le noter. C'est un livre qui est très très court, on est sur 188 pages et on va suivre la vie de Kayden, lycéenne de banlieue. Alors là, je vous arrête tout de suite, on n'est pas sur une histoire cliché, on est sur une histoire extrêmement bien racontée de tout son parcours dans le lycée en tant que jeune femme racisée, précaire, mais extrêmement talentueuse, extrêmement douée pour les études, et elle va être donc poussée par sa professeure à atteindre Sciences Po. Je suis Kayden, qui est donc influencé par sa professeure. C'est quelqu'un de très étrange, qui a une emprise sur Kayden, une emprise qui va prendre de la place dans sa vie, beaucoup de place. On va aussi donc la suivre sous cette emprise, mais aussi sous l'influence donc de sa famille, de ses amis, comment cette réussite scolaire est perçue par son entourage, comment elle est jugée. Et aussi, on va re-questionner ce dont elle a réellement envie. En fait, on va vraiment parler de racisme banalisé. C'est un roman qui nous parle de discrimination positive, parce que Kayden, en réalité, elle aussi entre le privilège dont elle bénéficie, mais aussi de la position passive qu'elle a. Franchement, c'était magnifiquement écrit. Il y a des passages que j'ai adorés. Ça traite de questions queer. Et ça m'a touchée, ça m'a touchée, c'était extrêmement bien décrit, la tension entre elle et sa professeure. En fait, on voit à quel point leur relation évolue de façon très malsaine. C'était génial, absolument génial. Ensuite, on a le livre Combat de filles, dont j'ai très peu entendu parler. C'est pareil, une lecture très courte, moins de 200 pages, et une lecture très spéciale, qui va décrire le combat de boxe, un tournoi de combat de boxe féminine. Il est chapitré entre différents rounds. Chaque round est raconté du point de vue donc d'une des boxeuses, et on va plonger dans leur intimité, plonger dans leur passé, dans leur vie au fil du match. Qu'est-ce qui les a amenées sur ce ring? Pourquoi elles veulent se battre? On est vraiment sur un roman qui parle
d'un sujet qui est complètement niche. La boxe féminine, c'est pas quelque chose de très médiatisé. Même si chaque développement de personnage fait penser à une nouvelle, c'est par le combat que les filles vont trouver un lien entre elles. Elles nous parlent de leur passé, elles nous parlent de leur combat dans le présent, mais aussi de leur futur qu'elles ne connaissent pas encore. C'est vraiment super de voir comment ces filles allaient évoluer après ce combat, parce qu'au final, on les suit sur un très très bref moment. Un très chouette roman, qui lit très rapidement, qui est quand même assez intense. Je vais enchaîner avec la catégorie des livres un peu plus historiques et je vais vous parler de Finistère, qui est un de mes énormes coups de cœur de cette rentrée littéraire. Il a été publié chez Albin Michel. Je l'ai dévoré et j'ai pas compris pourquoi. Je n'ai pas compris pourquoi j'avais dévoré ce livre, qui est donc un livre de 419 pages. En quoi le Finistère est-il révolutionnaire ? Moi, j'y connais rien à la Bretagne. Alors, je suis du Nord, voilà, c'est pas mes oignons. Anne Berest, elle a décidé de nous parler de la culture des artichauts en 1920 en Bretagne. Mais qui aurait cru que ce serait si génial en fait? C'est un livre que j'adore conseiller parce qu'en fait, elle décrit sa lignée paternelle. Je connais pas du tout l'œuvre d'Anne Berest, mais elle nous parle cette fois-ci de son père et elle remonte à son arrière-grand-père, son grand-père, à toute cette lignée en fait d'hommes de la campagne révoltés, syndiqués, qui ont mené des actions pour leur territoire, pour faire vivre sa population, la faire exister dans une France qui n'a fait que rejeter. Son père, c'est là-dessus que va se concentrer le récit. On voit à quel point il a été influencé par le passé de sa famille, et lui aussi. Et comment Anne Berest regrette de ne pas avoir assez aimé, regrette de ne pas avoir assez su sur son père, et se rend compte, alors qu'il est mourant, que son histoire, c'est aussi la sienne, et c'est ce qui fait qu'elle est la femme qu'elle est aujourd'hui. C'était envoûtant, c'était haletant, parce que son père, c'est un homme révolutionnaire, communiste, qui a dédié sa jeunesse à vouloir se révolter, qui a vécu mai 68. Recommandez-le à vos darons, à vos daronnes, un peu de droite. C'est un super bouquin à faire passer aux vieux, pour leur faire remonter des petits souvenirs. Hein. Toujours chez Albin Michel, c'est le premier livre de la rentrée littéraire que j'ai lu cette année, et c'est Tant mieux d'Amélie Nothomb. Mon premier Nothomb, et j'ai été agréablement surpris. J'avais beaucoup d'a priori sur Amélie Nothomb, parce que c'est pas si nul. C'est un livre qui m'a pas marqué plus que ça, qui est divisé en deux parties. Le passé de sa mère, son enfance, et une autre partie où Amélie Nothomb s'adresse au lecteur directement et nous explique son point de vue sur toute son enfance. Et j'ai pas trop compris ce deuxième passage. On était vraiment dans une histoire, en fait, même si c'était l'histoire de sa mère, on était quand même plongé dans une intrigue, une ambiance un peu étrange. Parce que sa mère est un personnage très étrange, très macabre. Alors j'ai pas compris. C'était un bof. J'ai lu, toujours dans les récits familiaux, pour ne pas changer, La bonne mère de Mathilda Di Matteo, qui a été publié chez l'Iconoclaste, et ça, pour le coup, c'était chouette. On suit l'histoire de deux points de vue, toujours de la mère et de la fille. La fille qui a grandi à Marseille avec sa mère qui est le cliché de la cagole, en apparence, et sa fille qui monte à Paris pour ses études et qui va y rencontrer un jeune bourgeois, un jeune professeur. Ils vont se mettre en couple. Et c'est quand ces deux univers se rencontrent, donc ce grand dadé bourgeois, un peu un connard, qui va rencontrer sa mère et le reste de sa famille à Marseille, c'est l'explosion totale. C'est l'explosion surtout du doute de la mère qui se demande que va devenir ma fille. Est-ce qu'elle va encore faire partie de la famille? Est-ce qu'elle ne va pas s'embourgeoiser? Ce récit, c'est la peur d'une mère, mais aussi la peur d'une fille qui vit une relation toxique, sa mère aussi, qui est un personnage beaucoup plus profond. C'est un livre qui a une volonté de s'éloigner du cliché de Marseille, tout en voulant ramener une fille, vraiment la rencontre de deux milieux sociaux totalement différents, et c'était extrêmement bien fait, extrêmement touchant, mais aussi très très drôle. Vraiment sympa. Pour rester un peu dans les récits familiaux, les témoignages, j'ai lu Toutes les vies de Rebecca Warrior, qui a été son premier roman. J'ai pas tant aimé son roman. Elle va y raconter son histoire d'amour avec son ex-compagne décédée du cancer, et elle va raconter sa propre lutte avec la dépression, avec les drogues, comment elle va s'en remettre de cette disparition, de cette
passion dévorante pour cette femme qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, toutes les erreurs qu'elle a faites dans ses relations, toutes les erreurs qu'elle a commises dans son chemin, mais aussi sa rédemption à travers la spiritualité. Moi, c'est pas un livre qui m'a beaucoup parlé parce qu'on parle beaucoup d'expériences avec la drogue, des psychotropes très puissants, des voyages spirituels très pointus, mais c'est aussi un livre assez documentaire finalement d'une spiritualité non occidentale, tous les pèlerinages un peu chelous qu'elle a fait. C'est un livre qui est intéressant parce qu'il est entrecoupé de passages poétiques, donc d'une autrice, d'une compositrice dont on ne peut nier le talent d'écriture, mais bon. C'est pas un livre que je conseillerais. Est-ce que j'ai été convaincue? Non, pas vraiment. Mais en termes de récit queer, j'ai été convaincue par Paul prend la forme d'une fille mortelle. Publié encore chez La Croisée, écrit par Andrea Laylor. Alors j'avais été au dîner d'éditeurs de la Croisée justement. J'avais pas été convaincue par leurs arguments. Franchement, on me sort le topo d'un homme, donc Paul, qui a le super pouvoir de se transformer en fille. C'est pas du tout une personne trans en apparence. Il a juste ce super pouvoir de se métamorphoser. Paul, c'est un homme qui m'a dégoûté, qui m'a attendri, qui m'a fait rire. On est vraiment sur le typique road trip américain des années un peu 80-90. Paul, c'est une personne qui, à travers ce super pouvoir, va se découvrir une identité non pas seulement gay, non pas seulement trans, mais aussi lesbienne. Et donc c'est son voyage à travers plein de bars gays, de soirées lesbiennes, et il va rencontrer l'amour lesbien, l'amour homosexuel, et il va chercher son identité à travers toutes ces rencontres, à travers tous ses amours, à travers ses amitiés. C'est un mec qui est dans la galère, c'est un étudiant qui étudie pas tant que ça, en fait, c'est un gros fêtard. En fait, on va nous faire le portrait de mille et une fêtes, c'est pour ça que j'ai pas forcément beaucoup accroché. Même si ce genre de récit, de fiesta, de débauche, de sexe, il y a beaucoup de sexe dedans. Au final, c'était sympa, c'était cool, étrange, mais cool. Dans son nouveau livre, il va mêler récits historiques, donc vraiment documentés, mais aussi récits imaginaires, ponctués de voyages temporels, d'esprit. Le récit commence par un homme très torturé par la vie. Pourquoi? Parce qu'il entend la voix des défunts. Et il décide de se reclure sur une île pour calmer les voix qu'il entend dans sa tête. Mais il va faire une rencontre inopportune avec un jeune garçon décédé sur l'île de Sainte-Anne puisqu'il était membre de la colonie pénitentiaire agricole au XIXe siècle et plus précisément le 2 octobre 1866. On apprend à la fin du roman, du récit, parce qu'il y a une partie documentaire où Simon Joannin regroupe les archives sur lesquelles il s'est basé. Cette fois, Simon Joannin réussit à me convaincre avec ses 100 pages, où il réussit à développer très très bien la relation inexistante, du coup, entre deux personnages d'une autre époque. Donc cet homme qui est complètement perdu dans la vie, qui va développer des sentiments pour cet enfant qui lui raconte son histoire, qui le supplie de le délivrer de cette histoire qu'il a vécue, de cette mort trop tragique, de cette vie trop cruelle, de cet amour de jeunesse qu'il a développé dans cette colonie. C'était très beau, très court, très intense. On nous décrit une situation historique que je ne connaissais absolument pas. 16 €, je sais pas si ça vaut le coup. Mais là, pour le coup, Simon Joannin a vraiment réussi à allier sa plume qui est magnifique. Au lieu de faire du vide, il a du contenu. Donc ça, c'était cool. Pour finir dans les récits historiques, j'ai lu l'histoire de Mother Naked de Glenn James Brown, publiée aux éditions du Typhon. Déjà, c'est trop beau. C'était une bonne lecture, c'était super. C'est l'histoire de Mother Naked qui est un barde médiéval et qui va s'adresser à une foule de seigneurs. C'est sa dernière représentation, son dernier spectacle, et ce barde va marquer le coup. Il va raconter sa propre histoire, qui va dénoncer la seigneurie, mais aussi nous en apprendre un peu plus sur l'organisation féodale. En tout cas, personnellement, c'était super intéressant. J'adore l'histoire médiévale. C'était un peu chelou. Faut se plonger dedans, parce que vraiment, il s'adresse à la foule. Et on n'a pas la réponse de cette foule. On est la foule, on est la seigneurie à qui il s'adresse et à qui il est en train de tendre
un piège. C'est un livre avec énormément de rebondissements, donc il faut vraiment passer outre cette écriture très orale qui peut surprendre et qui peut freiner, mais il faut vraiment y aller. Il va parler de l'histoire de sa contrée, celle donc de son royaume, et de la malédiction du fantôme qui a amené la famine dans son village. Mais qui est ce fantôme? Pourquoi cette malédiction? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? On va rentrer dans les dramas du village médiéval. Vous n'allez pas en revenir. De qui est ce fantôme? Pourquoi sa colère s'est abattue sur le village? Vous n'allez pas en revenir en fait. Au début, on peut penser que c'est une histoire qui va être paranormale, qu'on va nous raconter une légende. Mais en fait, non. On va nous raconter l'histoire d'une famille, de drama entre toutes les différentes familles de serfs, avec le clergé, avec la seigneurie. Et genre, waouh, c'était trop cool, c'était trop cool. Genre, lisez-le, j'en parle super mal, je suis fatiguée, mais il est trop bien, il est trop bien. Je voulais quand même vous parler de la Cantique du chaos de Matthieu Bellezzi. Mais est-ce que c'était bien? Non. Enfin, si, c'était bien. C'était très bien écrit. J'ai corné quelques pages. C'était très bien écrit. On est dans un monde où l'humain a fait complètement de la merde. Les phénomènes naturels ont dévasté le monde, ont réduit la population à quasiment plus personne. Et les gouvernements totalitaires ont pris le pouvoir en Europe. Et on va suivre l'histoire d'un homme qui va s'exiler sur une petite île et partir en voyage en Amérique avec une femme et ses 2 enfants. Mais moi, ce qui m'a dérangé, c'est le personnage de cet homme, qui est un tueur en série psychopathe. Enfin, genre, le livre est dépourvu de toute morale. Et ce que je peux comprendre en temps de dystopie, de fin du monde, d'économie complètement foutue, tout le monde est mort, nanani, nanana, c'est la merde. Le perso principal, c'est un tueur en série avant toutes les catastrophes. Genre, mes tueurs en série vénères. Il se repentit, il fait son petit road trip machin, il fuit le totalitarisme. Et en fait, tous les personnages vont sombrer dans une immoralité sans nom. J'ai pas compris. Il n'y a aucun message dans ce bouquin. C'était trop bizarre. Je sais pas trop ce que j'en ai pensé. Cet homme qui échappe à tout, qui échappe à l'apocalypse, qui échappe à la police, ou qui va corrompre tous les gens qu'il côtoie. Et en même temps, j'ai été jusqu'au bout, mais à reculons, hein. C'était pas ouf. Mais la plume de Matthieu Bellezzi, pareil, très très sympa, très très bien écrit et très très beau. Ça, j'avoue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je me suis pas trop étalée, j'espère que j'ai bien parlé des livres. Je sais qu'en librairie, j'ai tendance à beaucoup trop m'étaler en termes de conseils. J'espère que ça n'a pas été le cas ici, que ça n'a pas été trop chiant. N'hésitez pas à partager en commentaire vos coups de cœur de la rentrée littéraire 2025. Moi, c'est une rentrée littéraire que j'ai beaucoup aimée. La rentrée littéraire, c'est un phénomène que je suis depuis le début de mes études en métier du livre. Et cette année, c'était la meilleure. Même si elle a été beaucoup critiquée, justement, parce qu'il y a beaucoup de récits familiaux, voilà. J'ai pas parlé de La Maison Vide, ni de Kolkhoz. J'ai pas envie de me taper ça, honnêtement. On se voit quand on se voit. La bonne continuation à tous. Ciao.